Mais d'abord, nous allons consacrer une grande page à la crise agricole qui monte dans le pays. La colère des agriculteurs continue contre les normes environnementales avec de nombreux blocages routiers. Et d'ailleurs, l'information de la matinée, c'est qu'une personne est décédée sur un blocage routier organisé par des agriculteurs dans le département de l'Ariège. Alors hier soir, eh bien, pour essayer de résoudre cette crise, Gabriel Attal a rencontré les syndicats de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Il leur a promis des annonces rapides. Et pour illustrer ce débat, eh bien, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune agriculteur dans le bassin parisien. Un agriculteur pleinement engagé dans son métier, mais qui doit faire face à l'instabilité des prix, à la lourdeur de certaines règles, sans oublier les taxes. Un portrait signé Jérôme Rabier. Depuis 7 ans, Quentin Le Guillou est un agriculteur à son compte, heureux propriétaire de 180 hectares à la frontière entre l'Eure-et-Loir et les Yvelines. Ici, il cultive des céréales, blé, maïs, colza, orge ou encore sorgho, avec un engagement total. Je me suis installé hiver 2016-2017, 26 ans. On va parler grands chiffres, mais entre 700 et 900 000 euros. Hein. Donc c'est l'investissement d'une vie, 180 hectares, du matériel, un corps de ferme, des terres pour exploiter. Oui, on s'alourdit sur une vie. Donc derrière, quand on s'installe, il faut voir sur de l'avenir. Donc moi, j'ai vu sur de l'avenir, sur l'amélioration de mon exploitation. Ici, pas de labour des terres. Quentin Le Guillou travaille en semi-direct sous couvert, une technique agroécologique qui a fait ses preuves pour faire face aux aléas climatiques. Ici, je vais semer un maïs en avril. Donc, pour protéger mon sol tout l'hiver, j'ai fait le choix d'y mettre moutarde, févrole. La moutarde, elle capte l'azote dans le sol. Elle le prend dans la plante, elle le relargue au moment de la destruction. Donc moi, là, mois de mars, je vais venir, je vais tout broyer, je vais laisser, ça va faire un paillage au sol. L'avantage de faire ça, c'est que j'ai un bénéfice sur les engrais et c'est surtout que j'ai un léger gain face aux aléas climatiques, notamment les fortes sécheresses. Des choix d'agriculture qui nécessitent d'investir, de s'équiper, mais avec toujours au-dessus de la tête une épée de Damoclès et des règles qui changent. On essaye de changer, on essaye de s'améliorer, mais de jour en jour, on s'en prend des nouveautés. On a des fiscalités qui changent. Il y a eu sur l'automne les RPD, où finalement, alors les RPD, c'est les redevances sur les pollutions diffuses qui étaient tombées, où on s'est dit on va se prendre une augmentation 20%. Ça n'avait pas prévu dans le budget de l'année. 20% de plus sur les taxes, sur l'utilisation des produits. Une taxe aussi en plus sur l'eau. Je ne suis pas contre payer ces taxes-là si derrière j'arrive à les retrouver, soit sur de l'accompagnement, soit sur de l'aide à l'investissement ou une aide pour améliorer sa ferme. C'est juste que des fois, on a du mal à vraiment retrouver toutes ces taxes-là qu'on nous prend. Donc voilà, il faut savoir vivre avec tout ça, il faut se préparer à l'avenir. Et des fois, on ne nous aide pas vraiment à voir sur de la vision sur du long terme. À l'incertitude climatique s'ajoute celle des aides. Comme beaucoup d'agriculteurs, Quentin Le Guillou dépend de la PAC, la politique agricole commune, qui représente 30% du budget de l'Union européenne. Depuis que je suis installé, j'aurais peut-être pu m'en passer 2 ans sur 8 que je me suis installé. Les autres fois, comme cette année, heureusement que j'ai la PAC parce que c'est quasiment la PAC qui va faire mon salaire pour l'année. Et ça, c'est vraiment dommage parce que je suis dans un système beaucoup plus vertueux et je pense aujourd'hui pouvoir m'en sortir. Malheureusement, on a des cours, on est sur des marchés mondiaux et une concurrence européenne et mondiale qui est très très forte. Engagé au sein du syndicat des jeunes agriculteurs, Quentin Le Guillou réclame surtout de la visibilité pour l'avenir et des règles qui ne changent pas en permanence, pour ne pas décourager les jeunes de s'installer, alors que la moitié des agriculteurs partira en retraite d'ici 2030. Voilà pour ce reportage de Jérôme Rabier et Jean-Philippe Moinet. Finalement, ce portrait d'agriculteur illustre bien les revendications actuelles de notre secteur agricole dans ce mouvement de grogne, c'est-à-dire la difficulté de pouvoir vivre de son travail avec des normes, des prix instables et finalement une lourdeur dans l'exercice de ce beau métier. Oui, tout à fait. Le témoignage était intéressant à plus d'un titre d'ailleurs, parce qu'il évoquait à la fois les difficultés et je crois qu'il ne faut pas parler des agriculteurs en général. Il n'y a pas les agriculteurs, il y a des agriculteurs avec beaucoup de variétés. On a 400 000 exploitations agricoles en France.
On sait qu'il y a un quart de ces exploitants agricoles qui sont en difficulté, voire en très grave difficulté. Mais il y a 3/4 de l'agriculture qui se porte très bien. L'agriculture française est la première puissance agricole européenne. Alors on voit les propagateurs aussi de contre-vérités sur l'Europe, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit au niveau européen? Le premier budget européen, c'est la politique agricole commune voulue par le général de Gaulle, qui a certes baissé, mais qui reste le tiers du budget européen. Quand on entend dire il faut moins d'Europe, faut-il moins de politique agricole commune qui bénéficie aux agriculteurs à hauteur de 10 milliards. 10 milliards d'euros chaque année pour la France. On parlera de la question européenne. Donc il y a des paradoxes aussi dans cette problématique de l'agriculture. Il y a des vrais sujets sur le quart de cette population agricole qui est en grave difficulté. Mais il ne faut pas mélanger tous les sujets. Et puis il y a le sujet environnemental dont on parlera. Ah oui, il y a beaucoup d'aspects dans cette crise agricole. Michaël Darmon, finalement, elle éclate en ce moment, cette grogne des agriculteurs, mais ça fait des années qu'on parle de leur malaise, de leur mal-être. Oui, et puis ça fait des années que les sujets restent identiques. Et en particulier, effectivement, une fois qu'on a dressé et effectivement souligné la nuance au sein du monde agricole et les nuances qui peuvent exister, il n'en reste pas moins que ce qui est permanent, c'est le poids des normes, c'est la bureaucratie permanente qui tombe de plus en plus sur les agriculteurs depuis des années, qui les empêche simplement de se développer. Et c'est au fond ce qui me frappe dans cette crise-là et qui, au fond, raconte la crise d'un nouveau monde, c'est l'affrontement avec les écologistes. Parce que quand les agriculteurs visent l'Europe, effectivement, ils ne visent pas la politique agricole commune, ils visent le Green Deal. Ils visent ce nouveau plan qui est en train de se mettre en place et qui, effectivement, vise à transformer complètement également le rapport à leur production et qui veut encadrer avec les normes écologiques donc leur métier. Et on le voit bien sur le terrain, l'affrontement nouveau, il est de plus en plus patent entre les écologistes et les agriculteurs. Alors pour analyser cette crise agricole, on va retrouver un sénateur qui est concerné par le sujet puisqu'il est agriculteur de profession. On va retrouver Jean-Michel Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste des Hautes-Alpes. Jean-Michel Arnaud, d'abord, votre analyse, votre constat, notamment en partant du terrain. Qu'est-ce qui ne va pas? Sur quel point le gouvernement doit apporter des réponses pour apaiser les agriculteurs? D'abord, le malaise des agriculteurs est lié à leurs conditions de vie économiques, leur relation au marché et le fait que, et c'est extrêmement rare dans les professions quelles qu'elles soient, c'est finalement l'acheteur qui fait le prix et donc à un moment il n'est pas en phase avec le prix de production, plus l'impact de la crise ukrainienne, plus les difficultés liées aussi à l'apparition finalement d'une sorte d'oligopole des acheteurs avec des groupements d'acheteurs qui font plus que jamais le prix de la production. On sent effectivement que les agriculteurs sont au bord du gouffre et ils le manifestent avant de tomber dans le gouffre. Donc ce que nous attendons et ce que je crois nécessaire de la part du gouvernement, c'est d'abord de renouer le dialogue, un dialogue sur la méthode et sur les objectifs. Sur la méthode, c'est considérer qu'il faut d'abord écouter ceux qui font et pas simplement ceux qui parlent. Et ceux qui font aujourd'hui l'agriculture française, ceux qui contribuent à la souveraineté alimentaire française et européenne, ce sont les agriculteurs. Et puis les objectifs, c'est trouver les moyens de baisser les coûts de production des agriculteurs et dans tous les cas, à minima, de faire en sorte que les coûts de production de l'agriculture française rejoignent ceux de leurs concurrents intra-européens, mais surtout extra-européens, dans des conditions d'exercice et de production identiques, c'est-à-dire que si les normes sont imposées, et il est normal de prendre en compte d'abord l'appétence des consommateurs pour des productions saines, et puis la nécessité aussi de travailler à la transition écologique avec le réchauffement climatique, il faut que les règles soient effectivement identiques pour toutes et tous, ce qui est perçu par les agriculteurs comme aujourd'hui une contre-vérité. Enfin, il y a l'urgence immédiate. Le gouvernement et l'Europe sont nécessairement en dialogue puisque ce sont des compétences partagées entre la PAC et les politiques locales. Et il y a eu des avancées.
Je pense à la prédation particulièrement importante dans mon département, la perspective du déclassement du loup, par exemple, en espèces très protégées à protéger, permet d'avoir des marges de manœuvre pour pouvoir réduire les problématiques sur les productions d'élevage en particulier. Jean-Michel Arnaud, pardonnez-moi, je vais vous couper, Jean-Michel Arnaud, pour évoquer un drame qui s'est produit ce matin autour de ces blocages d'agriculteurs, hein, puisqu'une femme est décédée dans le département de l'Ariège dans un accident de la route, alors un accident routier sur un barrage d'agriculteurs. Elle est décédée, son mari et sa fille sont blessés. On va écouter la réaction à ce drame du président du syndicat agricole, la FNSEA. Je viens d'apprendre qu'un accident de la route est arrivé dans l'Ariège, à Pamiers, et que 3 de nos adhérents ont subi un grave accident. Une femme est décédée, son mari et sa fille sont dans un état compliqué visiblement et pris en charge rapidement par l'ensemble des services du SAMU. Dans le moment particulier que vit l'agriculture, ce genre de drame est difficile à vivre, et donc je voudrais d'abord dire aux gens qui sont sur le terrain qu'ils ont le plein soutien de l'ensemble des agriculteurs français. Ce drame, il vient souligner la nécessité qu'on a d'être parfaitement organisé, de faire en sorte de respecter encore une fois les consignes de sécurité, parce que ce qui est important pour nous, c'est de faire passer nos messages. Jean-Michel Arnaud, une réaction à ce drame, et est-ce que maintenant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui refusait jusque-là de déloger ces agriculteurs, est-ce qu'il doit ordonner l'évacuation de ces barrages routiers pour des raisons de sécurité? D'abord une pensée pour évidemment cette famille d'agriculteurs et au-delà pour tous les agriculteurs de France qui sont exposés à des difficultés majeures, et je rappelle que le taux de suicide chez les agriculteurs est très élevé, donc évidemment je partage cette tristesse. Pour le reste, on a besoin aussi de syndicats responsables, de syndicats qui canalisent la colère et les revendications des agriculteurs pour éviter évidemment des drames liés à l'inorganisation ou l'exposition à des risques insensés à l'occasion de ces manifestations, d'où l'importance immédiate d'une reprise de dialogue forte, concrète, avec des propositions avec le gouvernement et avec la Commission et l'Union européenne pour lever les tensions et faire en sorte qu'il n'y ait pas un embrasement du pays qui ne générerait que du malheur et probablement générerait des positions de récupération politique inacceptables, parce que le combat des agriculteurs ne doit pas être un combat de récupération politique à des fins d'élections européennes. La question est trop importante pour qu'elle dérive de cette manière-là. Je fais confiance aux syndicats, tous les syndicats de France, pour essayer de canaliser cette colère, l'organiser et obtenir du gouvernement et de l'Union européenne des réponses concrètes sur la question des normes, sur la question de la rémunération et sur une discussion au long terme, c'est-à-dire des conditions d'exploitation des fermes françaises et européennes. Jean-Michel Arnaud, je vais donner la parole à mes invités sur ce plateau. Michaël Darmon, une réaction à ce drame. Ça y est, il y a un mort dans cette crise agricole. Est-ce qu'on entre dans une nouvelle dimension, dans une crise qui était déjà sensible pour le gouvernement? Il faudra d'abord établir effectivement exactement les circonstances. S'il s'agit d'un accident, il faut espérer évidemment que ça ne rajoute pas à la tension ambiante. Ça rappelle tristement également le premier acte des Gilets jaunes en novembre 2018, qui avait également démarré par le décès d'une automobiliste qui voulait forcer un barrage. On verra effectivement dans quelles circonstances cela s'est passé. Ce que je retiens de l'intervention également de votre sénateur, lorsqu'il appelle au calme en disant qu'il faut qu'il y ait éviter qu'il y ait des tensions aussi au niveau de la mobilisation, je pense qu'il fait aussi allusion au fait qu'il y a quand même une très forte tension entre les organisations syndicales sur le terrain, puisqu'il y a quand même une pression de la coordination rurale qui est le syndicat rival plus radical sur le terrain que la FNSEA, qui crée des rapports de force mais qui accompagne quand même le pouvoir, est toujours suspecté d'un peu d'accompagner le pouvoir, parce que sur le terrain justement les actions militantes sont aussi à l'initiative de la coordination rurale. Jean-Philippe Moinet, l'urgence pour le gouvernement, c'est certes d'apporter des réponses aux agriculteurs, mais surtout là de faire baisser la tension. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, les tensions, quand elles sont radicalisées, n'apportent rien, elles aggravent les problèmes posés. Donc on voit bien qu'il y a des tensions qui peuvent se créer si les difficultés compréhensibles et légitimement mises en avant par certains agriculteurs provoquent des tensions au point
de mettre en difficulté, je ne sais pas quelles sont les circonstances de ce drame, mais mettre en difficulté d'autres citoyens qui sont en difficulté par rapport à leur emploi pour aller circuler normalement vers leur emploi, par exemple, c'est un souci. Donc on voit bien que certains aussi sont les exploitants des difficultés et des peurs. Il y a les exploitants agricoles et il y a les grands exploitants des protestations radicalisées. En France, on le voit bien, on est servi pour ça dans notre pays par rapport à d'autres pays. Donc il ne faut pas avoir une tendance à la confusion. On voit bien que les extrêmes aussi ont tendance à ressortir du bois pour exploiter un certain nombre de difficultés. Il faut poser les problèmes tels qu'ils sont. Michael Darmon tout à l'heure évoquait à juste titre la question des tracasseries administratives, qui est un vrai sujet. Il y a le sujet des normes, par ailleurs, qu'il faudra aborder, parce que derrière les normes, il y a beaucoup de choses qui sont utiles pour l'Europe et la France, à savoir les normes sanitaires, parce que la santé publique, c'est pas rien. Et les Français sont attentifs à la santé publique aussi. Donc les normes, on peut mettre aussi beaucoup de choses derrière les normes. On va évoquer les différents aspects de cette crise agricole, notamment l'angle européen dans quelques minutes, car on va voir que cette crise, cette grogne, elle se passe dans d'autres pays européens. Mais d'abord, on va voir une autre réaction à ce drame en Ariège. On verra dans quelques instants, on préside dans l'oreillette une réaction du président du Sénat à ce décès d'une femme en Ariège sur un barrage routier d'agriculteurs. Alors je disais, cette crise agricole est française, mais Audrey, elle est également européenne. On va voir qu'un peu partout dans l'Union, il y a des tracteurs qui bloquent des autoroutes, qui bloquent des centres-villes. Et on a l'impression que ce mécontentement agricole, finalement, il se propage dans tout le continent. Oui, ça a commencé aux Pays-Bas avant de gagner l'Autriche, l'Espagne, la Roumanie, la Belgique, l'Allemagne et donc maintenant la France. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, ces contestations partent toutes d'un fait national. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est la suppression de certaines exploitations agricoles à cause de la pollution au nitrite qui est très présente dans le pays. En Allemagne, c'est la fin d'une niche fiscale sur le carburant agricole. Et en France, c'est le projet notamment de loi d'installation des nouveaux agriculteurs qui pose problème. Mais le phénomène semble faire tache d'huile et les agriculteurs européens se sont trouvés un ennemi commun, l'Union européenne et ses normes. Écoutez cette agricultrice allemande et ensuite cet agriculteur français. Ces règles bureaucratiques sont de plus en plus nombreuses et nous en avons assez. Nous voulons simplement faire notre travail et ne pas rester assis dans un bureau toute la journée à remplir divers papiers. C'est pour ça que nous sommes ici. On a un carcan administratif et réglementaire qui font qu'on n'est pas compétitif et qu'on produit à trop, c'est trop cher et on est obligé, vous voyez bien, d'importer de la viande, plein de choses qui arrivent de l'étranger moins cher. Alors le principal point de crispation, ce sont les normes environnementales imposées par l'Union européenne qui veut, vous le savez, que le continent soit neutre en carbone d'ici 2050. L'agriculture est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc des mesures pour changer ces pratiques, même s'il faut souligner qu'il y a aussi des aides pour changer ces pratiques, des aides qui font de la paperasse aussi. On sait par exemple que pour un agriculteur, les normes environnementales et la paperasse, l'administratif qu'il doit faire autour, c'est à peu près 1 jour par semaine en moyenne. Donc on voit que c'est quand même impressionnant. En règle générale, les agriculteurs ont aussi l'impression d'être en concurrence déloyale avec les produits importés de l'étranger. Ils voient d'un très mauvais œil, par exemple, le futur traité UE-Mercosur, un traité commercial, ou encore l'arrivée de l'Ukraine dans l'Union européenne, l'Ukraine qui est le grenier céréalier de l'Europe. Et ça, les politiques le prennent très au sérieux. Oui, regardez, la France a déjà reporté l'examen du projet de loi sur l'installation des nouveaux agriculteurs qui pose problème. Beaucoup craignent un retour des Gilets jaunes ou une contestation qui s'étendrait au niveau européen. En tout cas, le mal-être des agriculteurs va sûrement devenir un sujet pour ces élections européennes, car la droite conservatrice et l'extrême droite misent sur ce vote agricole. Et puis peut-être, petite anecdote, ça s'est passé l'été dernier et il y a déjà eu une hystérisation des débats autour des sujets agricoles. Ça concernait un texte pour défendre la biodiversité et on avait vu des manifestations assez virulentes d'agriculteurs devant le Parlement européen. Ça se passait au Parlement européen. La venue de Greta Thunberg pour les écologistes. Donc on voit que c'est quand même un sujet très prégnant au niveau européen. Merci beaucoup Audrey. Jean-Michel Arnaud, une réaction, on le voit, cette crise agricole, elle se propage dans plusieurs pays européens. Est-ce que ça veut dire que l'Union européenne a une responsabilité dans cette situation ?
Elle a une part de responsabilité, bien naturellement, puisque le principal revenu d'aide des agriculteurs est constitué par la politique agricole commune. Ceci étant dit, je crois que accuser l'Union européenne et les institutions européennes des maux qui existent dans nos territoires ruraux serait évidemment un raccourci vraiment malsain, parce que évidemment les difficultés que nous avons sont liées essentiellement à la relation que nous avons avec le reste du monde, et avoir un marché interne organisé sur des normes que nous définissons nous, et faire en sorte que les clauses miroirs puissent se mettre en mouvement pour que finalement nos importations extérieures, quand c'est nécessaire, se fassent sur la base de nos normes européennes de protection du consommateur, me paraît effectivement nécessaire. Par ailleurs, je crois qu'il est important aussi que les agriculteurs fassent entendre leur voix, parce que la question aussi des transitions liées au réchauffement climatique impacte pas seulement les agriculteurs, mais particulièrement les agriculteurs, et toutes les adaptations et tous les accompagnements financiers qui en découlent ne peuvent pas se faire sans eux. Donc moi j'en appelle à une discussion nourrie et à une négociation sur les perspectives peut-être plus étalées dans le temps de contribution de l'agriculture européenne à l'effort nécessaire lié au réchauffement climatique, tout en respectant évidemment le travail des agriculteurs. Je rappelle qu'ils travaillent pour un grand nombre d'entre eux, 45-50 heures par semaine, et ça évidemment c'est respectable. Je vais faire circuler la parole, à Jean-Philippe Moinet. Est-ce que c'est pas un peu facile, c'est pas un raccourci de dire, voilà, comme l'a fait Jordan Bardella, c'est la faute de l'Europe? Oui, non seulement c'est un... Car l'Europe apporte quand même beaucoup aux agriculteurs avec toutes ces aides, avec cette politique agricole commune. Oui, c'est non seulement un raccourci, mais une démagogie assez récurrente concernant cette formation politique. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe? Est-ce qu'on veut que l'Europe soit plus vertueuse en matière de protection de la santé publique? Parce qu'on sait que les productions agricoles étrangères, voyons la Chine, comment c'est produit. Voyons l'Amérique du Sud, avec... Est-ce qu'on veut des piqûres aux hormones pour la production agricole française? Évidemment non. Donc il y a la protection des consommateurs, des citoyens, passe par un peu plus de normes sanitaires. Première chose. Deuxième chose, sur l'aspect environnemental. Qui sont les victimes du réchauffement climatique? Est-ce que ce ne sont pas aussi, voire surtout les agriculteurs? Donc il y a aussi des confusions dans les objectifs. Après, que ça soit aménagé pour une transition acceptable et acceptée, et surtout positive pour une partie des agriculteurs qui souffrent particulièrement. Évidemment, oui. D'où la politique européenne, qui est, encore une fois, le premier budget de l'Europe, c'est l'agriculture. Le premier pays à bénéficier de la PAC, c'est la France. Donc, arrêtons de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut mettre les choses à plat, voir quels sont les problèmes qui se posent en termes de tracasserie administrative, ce qui est totalement légitime. Il faut aider les petits exploitants qui n'ont pas les moyens de services juridiques importants, notamment par des fédérations agricoles, selon les différences aussi de secteurs, parce que l'agriculture, c'est aussi soit l'élevage, ça peut être la production céréalière, c'est très différent selon les secteurs. Et l'agroalimentaire, en France, se porte très bien en termes d'exportation aussi. Donc il ne faut pas aussi caricaturer la situation qui est plus complexe que certains veulent le présenter. Michaël Darmon, sur le plan politique, on sent bien que cette question de l'aide aux agriculteurs, de la politique européenne pour l'agriculture, ça va être un sujet majeur dans la campagne des européennes. La campagne européenne a commencé sur le terrain effectivement de l'agriculture, puisqu'en plus qu'on voit qu'il s'agit d'une révolte européenne, on l'a signalé, chacune pour ses raisons nationales, mais en même temps qui se propage à travers toute l'Europe. Je crois que le mouvement auquel est confronté aujourd'hui le gouvernement peut effectivement s'apparenter à une sorte de gilet vert, qui a commencé d'ailleurs déjà depuis quelques semaines, sous les radars complètement de l'actualité, avec le mouvement En Marche sur la tête, qui renversait les panneaux de commune qui était une sorte de révolte douce, on va dire, mais évidemment, comme les pouvoirs publics ne réagissent que sous la contrainte, il a fallu pour les agriculteurs monter d'un cran. Bien sûr, il y a la question européenne, bien sûr, il y a la question avec les écologistes, on l'a signalé, mais il y a surtout également, je dirais, cette maladie de normes et de la bureaucratisation française. 14 réglementations régissent la culture de la haie en France.
Dans les Yvelines, vous avez encore le décret sécheresse, alors qu'il y a eu 2 mois de pluie. Et au fond, les agriculteurs ne peuvent pas travailler comme ils veulent parce qu'ils sont sous le couvert du décret sécheresse. Donc, quand vous entendez ce genre d'exemples, qui sont loin des grands discours et des grandes incantations des élus qui souvent n'y connaissent rien, eh bien, c'est là la raison de la colère des agriculteurs. Et si des réponses précises à ce type de situation ubuesque ne sont pas trouvées, eh bien ce mouvement continuera à s'implanter. Audrey, et justement, ça fait partie des points de sortie de crise évoqués par le gouvernement, de simplification justement. Et en fait, le gouvernement propose d'éviter l'empilement des normes, notamment au sujet des agriculteurs, pour éviter qu'on se retrouve avec une douzaine de textes pour réglementer. Dans quelle mesure le système sera capable de pouvoir obéir au gouvernement. Mais c'est ce qui a été proposé comme sortie de crise. Il y a le problème des normes, il y a aussi le problème d'une taxe. Comme dans la crise des Gilets jaunes, comme lors de la révolte des bonnets rouges, il y a une hausse de taxes écologiques qui provoque la colère dans ce mouvement de grogne. C'est une hausse de taxes sur le gazole non routier. Jean-Michel Arnaud, est-ce que Gabriel Attal, le chef du gouvernement, doit abandonner cette hausse de taxes sur le gazole pour les agriculteurs ? Dans tous les cas, il faut travailler à l'allègement des charges. Et le principal poste, notamment pour les agriculteurs d'exploitation à taille humaine, c'est effectivement le GNR, le gazole non routier. Et je pense qu'il faut à minima lisser la hausse et accompagner les agriculteurs sur l'allègement d'autres charges. Par exemple, les charges de la MSA, qui sont évidemment un élément important de protection sociale, certes des agriculteurs et des salariés agricoles, mais surtout un élément de charge au quotidien insupportable. Et si vous le permettez, pour réagir aux propos du politologue, je pense qu'il faut également avoir une déconcentration aussi des pouvoirs de décision de l'administration centrale vers les territoires sur la question de ce qu'on appelle les bassines, ou plus exactement les réserves stratégiques d'eau, avoir un préfet qui a davantage la main pour coordonner les services déconcentrés de l'État, pour faciliter les procédures de gestion des autorisations de création de ces réserves d'eau, faciliterait et probablement allégerait la charge des agriculteurs et détendrait le monde agricole dans les territoires. On voit très bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc finalement, ce que le Sénat porte régulièrement en matière de déconcentration, en matière de décentralisation, devrait évidemment s'appliquer aussi à l'agriculture pour créer des relations de proximité, des relations de confiance de proximité entre les décideurs, le monde rural et particulièrement les agriculteurs. On a une réaction ? Oui, au-delà du sujet qui est un vrai sujet des taxes sur le gasoil non routier, il peut y avoir des allègements, des accompagnements, mais il y a le sujet dont pas beaucoup de monde parle, c'est le sujet des prix et notamment de l'effort qu'est prêt ou pas à consentir le consommateur citoyen. Est-ce que nous, Français, on est prêts à payer davantage les produits alimentaires pour les agriculteurs ? C'est une vraie question. On a chacun une responsabilité quand on fait des achats. Et on voit bien qu'il y a la pression contradictoire entre la lutte contre, la promotion du pouvoir d'achat des consommateurs, donc limiter l'inflation, mais aussi parfois consentir à aider les productions françaises en matière d'agriculture, la production bio. Voilà, il y a des arbitrages qui sont aussi du ressort des citoyens. Le consommateur doit jouer un rôle aussi pour aider les agriculteurs. Et de la grande distribution, il y a eu un pacte à un moment donné pour soutenir les agriculteurs. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Il faudrait peut-être remettre les distributeurs aussi sur le chantier, peut-être d'une hausse limitée, mais un maintien du cours de certains produits alimentaires qui sont vitaux pour certains agriculteurs. Alors je le disais, l'information qu'on a appris ce matin, c'est le décès de cette femme dans un accident routier sur un barrage d'agriculteurs dans le département de l'Ariège. On va écouter la réaction du président du Sénat, Gérard Larcher, à ce drame. C'est un drame. C'est un drame et mes pensées vont d'abord à ceux qui aujourd'hui sont en train de se battre pour la vie et à cette femme qui est décédée. Et face à ce drame, il importe que les réponses soient très vite apportées au monde agricole. Vous savez, il y a longtemps que nous sentions la montée de cette tension. Au Sénat, nous avions voté une proposition de loi sur la compétitivité de la ferme France. Nous avions fait des rapports. Nous attirions l'attention du gouvernement. À l'époque d'Elisabeth Borne, maintenant, nous disons il y a urgence. Voilà pour cette réaction du président du Sénat à ce décès. On va finir par, toujours en évoquant cette crise agricole, voir la revue de presse de nos territoires.
Et Audrey, la colère des agriculteurs qui fait la une de nos quotidiens régionaux ce matin. Oui, très largement. Regardez, une grande partie de la presse s'en empare encore ce matin aux quatre coins de la France. À chacun son titre. Pour l'Ardennais, c'est l'exaspération des agriculteurs. Pour Corse Matin, agriculteurs, l'épreuve d'une vie. Pour le Courrier Picard, la fronde atteint la région d'Amiens et ça continue. Agriculture entre malaise et mutation. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, la Dépêche du Midi, elle se penche sur le cas Gabriel Attal, le Premier ministre face à la colère des agriculteurs. Il faut dire que c'est sa première crise politique depuis qu'il a été nommé. Il a d'ailleurs reçu hier, on l'a dit, les principaux responsables syndicaux. Et enfin, je termine par un très bon titre que j'ai relevé de Sud-Ouest, les racines de la colère. Et Audrey, d'autres professions pourraient se joindre à la colère des agriculteurs. C'est en tout cas ce qu'espèrent les pêcheurs du golfe de Gascogne. Regardez, c'est en une du Télégramme qui titre « La terre gronde et la mer grogne ». Des pêcheurs qui doivent rester à quai pendant un mois, vous le savez, pour éviter les prises accidentelles de dauphins. Même s'ils seront aidés financièrement, c'est du jamais vu depuis 1945. Alors l'inquiétude est grande. Les pêcheurs ont prévu de se rendre à Rennes jeudi pour unir leur voix à celle des agriculteurs. Et puis, je termine par une belle histoire. C'est en une de l'Aisne Nouvelle. Et j'ai relevé qu'à 100 ans, Félix Fiévez a toujours la flamme. Cet habitant de Mondorigny, c'était pour terminer sur une bonne note, sera l'un des relais de la flamme olympique le 17 juillet prochain. Bon pied, bon oeil, le centenaire. Et si vous voulez son secret, c'est la course à pied. Il a gagné 15 fois le cross du Figaro, une passion qu'il s'est découvert au sortir de la guerre. Donc voilà, en juillet, tout le village de Mondorigny aura les yeux rivés sur sa fierté locale. Merci beaucoup Audrey pour cette revue de presse des territoires qui clôt ce club des territoires qui finalement a été entièrement consacré à cette crise agricole qui touche notre pays et qui touche également toute l'Europe. Merci beaucoup Jean-Michel Arnaud, sénateur centriste des Hautes-Alpes et agriculteur de profession, d'avoir participé à ce club des territoires. Merci beaucoup Mickaël Darmon d'être venu. Merci Jean-Philippe Moinet. Et j'en profite pour citer votre roman, Un journal sous influence, qui évoque une histoire dans les coulisses sombres de la politique française. Une rédaction passionnée. Et ça parle également de journalisme. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette émission. À 18h, ce sera votre émission, votre rendez-vous Sens Public, présenté par Thomas Hugues. Et puis quant à nous, on se retrouve demain dès 7h30. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires.